commencé à bosser sur le sujet de ce soir, je me suis dit, ah mince, 5 clés pour entreprendre en franchise, c'est trop commun. On trouve ce genre d'infos un peu partout. Alors, bon ou mauvais, c'est un autre sujet, hein, mais disons que j'avais envie de vous apporter un peu plus de matière. Bon, déjà, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Déjà, je suis ravi, Thibaut, que tu m'as invité parce que en réfléchissant, je crois que tu es la première personne à m'avoir invité à pitcher sur la franchise. Alors qu'à l'époque, moi, j'étais juste franchisé, master franchisé. J'étais sur des deals, mais voilà, j'avais jamais eu vraiment l'occasion de parler de ça de manière un peu officielle, institutionnelle. Et donc, voilà, tu es la première personne en 2018, quand je me suis installé à Bordeaux, à m'avoir donné cette opportunité. Donc, je te remercie. Et tu es la première personne aussi à m'inviter à animer une conférence live via Internet. Donc, en présentiel, j'en ai fait depuis un certain nombre, mais en live par Internet, c'est la première. Donc, ravi d'être parmi vous ce soir. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de vous partager un maximum d'informations pratico-pratiques. Donc, c'est vraiment des informations concrètes que je vais vous donner ici ce soir. Et si jamais vous avez des questions, on aura un temps plutôt en fin de conférence, voilà, pour que j'y réponde à un maximum. Et si jamais on n'a pas le temps, je vous laisserai mes coordonnées perso. Vous pourrez m'appeler avec grand plaisir. Donc, le sujet de ce soir était normalement 5 clés pour entreprendre en franchise. Et j'ai décidé, désolé Thibaut, j'ai oublié de te demander ton autorisation. J'espère que tu m'autoriseras. J'ai décidé en fait de tourner cette conférence autour de la stratégie, des stratégies qu'on peut avoir pour se lancer en franchise. Parce que souvent, les gens pensent que la franchise, c'est juste le fait de prendre une carte et de l'exploiter. Et en fait, il y a plein de manières, il y a plein de méthodes, de stratégies qui sont concrètes, hein, que beaucoup de gens utilisent, que moi j'utilise pour la plupart, et qui permettent d'aller chercher des différents niveaux en fonction de votre profil. Donc c'est pour moi le sujet à haute valeur ajoutée que je souhaiterais vous partager. C'est OK pour tout le monde? Alors attends, je regarde si Je préfère je ce vois. sujet en fait. Moi j'aime bien la stratégie. Ah, ça me va. Ça me va. Alors, attends, j'ai des choses qui clignotent. Du coup, je ne regarde pas les questions, hein. Je te laisse checker les questions. Je les regarderai un peu plus tard. Alors, cette conférence, déjà, ce webinaire, je vous l'appelez comme vous voulez, s'adresse à plusieurs profils. Ça peut s'adresser à des salariés qui sont déjà en poste et qui ont envie de changer de statut professionnel, qui ont envie de passer, qui ont envie de quitter leur CDI dans lequel ils sont depuis un certain nombre d'années, même si c'est très confortable, pour passer de l'autre côté de la barrière et devenir entrepreneur. Ça peut aussi s'adresser à des indépendants, ce qu'on appelle des solopreneurs ou des entrepreneurs qui souhaitent soit développer leur business, soit ils souhaitent se diversifier, ou encore une fois, ils souhaitent aussi peut-être changer de niveau, ou en tout cas essayer de toucher d'autres modes de fonctionnement, modes d'entrepreneuriat. Ça peut aussi intéresser des investisseurs parce qu'on peut, lorsqu'on entreprend, lorsqu'on s'intéresse à la franchise, poser du cash sur un modèle qui est viable pour essayer de gagner aussi un maximum. Et puis enfin, et moi ça fait partie des gens que j'accompagne, je vous en parlerai un peu plus tard, mais dans le programme que je développe, ça peut aussi intéresser des futurs franchiseurs parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a très peu d'informations pour les franchiseurs où ce sont des informations qui sont données par des gens qui sont experts mais qui n'ont jamais vécu la vie d'un franchiseur. Et donc là, ça peut être intéressant de voir un petit peu voilà, la réalité des choses, en tout cas ma réalité, celle que je vis, celle que vivent les gens que j'accompagne. Et puis voilà. Euh, et si la solution était la franchise? Donc cette phrase, cette question, elle est légitime. Peut-être que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes posé cette question. Et en fait, elle est légitime parce que, en fait, il y a de plus en plus de propositions de business ou d'investissement qui nous sont proposées tout au long de la journée, tout au long de notre semaine. On vous propose, alors je sais que Club Rentabilité, vous êtes très porté immobilier, mais on va vous parler de crypto-monnaie, on va vous parler d'e-commerce, on va vous parler de plein de choses, de commerce communautaire. Comme vous, moi, j'ai testé beaucoup de choses. Alors, je suis investisseur immobilier, mais j'ai testé plein de choses. J'ai testé le commerce communautaire, j'ai testé beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, effectivement, la franchise, c'est aussi une option à envisager. En tout cas, moi, c'est l'option qui, aujourd'hui, me satisfait le plus. Il y a une absence de communication des franchisés. Aujourd'hui, il faut savoir que les franchisés, ce sont des entrepreneurs, des commerçants qui fonctionnent très, très bien, qui, généralement, sortent du lot, font beaucoup mieux en termes de performance de chiffres que des indépendants. Sauf qu'on n'en entend pas parler parce que ce sont souvent des gens qui n'ont pas besoin de communiquer. Ils n'ont pas besoin d'être sur Internet parce qu'ils vivent bien de leur business et donc en fait, ils veulent souvent le garder pour eux.
Donc c'est vrai que voilà, trouver des franchisés et réussir à avoir la vraie vérité sur ce qu'ils vivent en tant que membre d'un réseau, bah, c'est assez rare et assez difficile. C'est aussi une question légitime, et si la solution était la franchise, parce que souvent, bah, on voit quand on se renseigne sur les réseaux qu'il y a un apport qui nous est demandé. On nous demande 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros, parfois 200 000 euros. Et en fait, on ne comprend pas trop à quoi ça sert. Et souvent, ça peut être un premier frein, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas exactement ce que c'est la franchise. On n'arrive pas à avoir de témoignages de personnes qui sont dans franchisés. Et donc, on ne sait pas exactement voilà, dans quoi on met les pieds. Donc, l'apport, clairement, ça fait peur, quoi. Et puis, la peur de tout lâcher. Moi, la plupart des gens que j'accompagne, et d'ailleurs, la plupart des franchisés qui se lancent sont initialement des anciens salariés, donc qui sont souvent en poste depuis un certain nombre d'années, dans des CDI, plus ou moins tranquilles, avec une rémunération qu'ils ont réussi à faire évoluer, ou pas d'ailleurs, mais sur les dernières années. Et donc, c'est vrai que tout lâcher, quitter son CDI, quitter son confort de vie. En plus, on a réussi à investir un peu en immobilier parce que les banques nous ont suivis. On a un CDI, on a fait un peu de location meublée, on a fait un peu de nu. Donc, quitter ce confort-là pour devenir entrepreneur, bah, ça peut faire flipper. Voilà. Donc, c'est aussi une question légitime. La franchise peut être en tout cas une réponse. Voilà. Et le dernier point aussi qui fait que cette question est légitime, c'est qu'il y a vraiment une méconnaissance de ce mode d'entrepreneuriat. Et pourtant, c'est un mode d'entrepreneuriat qui nous entoure tous. On connaît tous un franchisé, on fréquente tous un franchisé. Je vous ai mis, alors je l'ai fait là juste avant que vous arriviez, mais je vous ai pris au hasard quelques enseignes. Mais très honnêtement, vous allez dans la rue commerçante que vous fréquentez, je peux vous assurer que des enseignes en franchise, on en fréquente tous. On va tous au garagiste, à la boulangerie. Alors effectivement, on va dans une agence immobilière si on fait de l'investissement. Bref, les franchisés, on en fréquente tous, on en rencontre tous. En revanche, effectivement, on n'a jamais eu l'occasion de leur parler, de savoir exactement voilà, ce qu'ils vivent. Alors, dans cette présentation, moi, je n'ai rien à vous vendre. Déjà, c'est vraiment un point avec lequel je voulais vraiment être au clair. Je n'ai rien à vous vendre. Le deuxième point sur lequel alors il y a trois fois un, mais le deuxième point important, c'est que au bout de 45 minutes, c'est la durée de cette conférence. Clairement, vous ne saurez pas tout sur la franchise. En revanche, et ça, c'est un peu ma promesse, c'est que je vais vous partager de nouvelles manières voilà, à envisager pour se lancer avec la franchise. Je vais essayer de vous aider à comprendre un peu mieux ce qui fait que les franchisés sont souvent des entrepreneurs qui gagnent, et j'ose utiliser ce terme. Je vais aussi vous partager aussi des moyens pour identifier une ou plusieurs stratégies. Alors, je vais vous partager des stratégies et j'espère que voilà, vous allez vous identifier, vous reconnaître dans certaines stratégies. Peut-être ça va vous donner envie aussi de vous lancer comme moi il y a un certain nombre d'années. Alors, pour vous parler de moi, alors je crois que ça continue à arriver. Ça clignote. Est-ce qu'il y a des questions il y a des premières questions. Je les note, j'y répondrai plus tard. Pour vous parler de moi, alors je vois qu'il y a 2-3 personnes que je connais déjà un peu. Donc moi, je suis Teddy Tiawara, alias Teddy Tia sur les réseaux sociaux, parce que Tiawara, c'était souvent écorché et j'en avais marre. Donc voilà, je suis Teddy Tia sur les réseaux sociaux. J'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis entrepreneur depuis 2009, donc j'ai lancé mes premières entreprises. La première boîte que j'ai lancée, c'était en étant salarié, petite boîte d'aménagement d'espaces verts. Ensuite, j'ai ouvert une agence immobilière. Et puis, à partir de 2011, j'ai commencé à devenir franchisé, d'abord dans des salles de sport, en en ouvrant une, deux, trois, enfin une par an, voilà, jusqu'à en avoir une grosse dizaine. Je suis aussi investisseur, donc j'investis dans des entreprises, j'investis dans des startups et j'investis dans des entreprises un peu plus traditionnelles. J'investis aussi dans la franchise. Je suis investisseur immobilier et je fais aussi un petit peu de placement financier. J'exploite toujours en direct. Alors, je vous ai cité quelques enseignes, mais c'est soit des enseignes que j'ai exploitées ou des enseignes que j'exploite toujours. Donc, une enseigne qui s'appelle Keep Cool, qui sont des salles de sport. Le Five, c'est du centre de foot à 5. Des pressing écologique. Body It, Pizza Cozy et Photocabine, qui est une franchise d'animation marketing. Et ma dernière activité, c'est que j'accompagne des salariés et des indépendants à eux aussi franchir le pas de l'entrepreneuriat, et notamment grâce à ce véhicule qui est la franchise, auquel je crois beaucoup. Je vous ai mis les petits logos, ça c'est pour me la péter. Voilà, on est datadocké, on est reconnu par le CPF, mais je suis ravi de me la péter avec ça parce que ça demandait un peu de boulot quand même. On l'a fait nous-mêmes. Alors, parlons du sujet qui
nous intéresse. Alors attends, je vais reprendre si tu me permettes quand même, je vais checker quand même les questions, sait-on jamais, pour voir si, j'en profite pour poser ma première question, on trouve de multiples sites d'annonces de franchise, mais y en a-t-il un qui sort du lot comme le système des CCI pour les reprises d'entreprise? J'y réponds maintenant, comme ça me permet de faire une petite parenthèse. Euh, Aujourd'hui, la plupart des sites qui parlent de franchise sont des sites qui sont payés par les franchiseurs. Tu as un site qui fonctionne très très bien, moi, que j'apprécie, hein, qui s'appelle toutelafranchise.com, qui est un site qui donne à la fois beaucoup d'infos sur la franchise, qui fait référencie vraiment toutes les franchises, quasiment toutes les franchises de France, en tout cas une grosse partie. En revanche, la plupart des franchises que tu vois régulièrement, ce sont des franchises qui payent pour être vues. Donc en fait, se pose la question, entre guillemets, de l'autonomie et effectivement de la neutralité. Voilà. Donc, est-ce que ils te donnent vraiment des informations qui te servent à toi ou qui les servent à eux? Donc, voilà, il n'existe pas de site officiel. Il y a un site qui cartonne aujourd'hui qui s'appelle toutelafranchise.com et comme quasiment tous les sites qui référencient des enseignes en réseau, ils sont payés par les franchiseurs, malheureusement. Voilà. Donc, il faut juste prendre avec des pincettes les informations qui vous sont communiquées. Revenons à notre sujet. 5 idées de stratégie pour se lancer en franchise. Alors, ce sujet-là, il est clairement pas abordé lorsque vous voyez des séminaires, lorsque vous voyez des conférences sur la franchise, tout simplement parce que les gens qui font des conférences sur la franchise sont souvent des experts, des consultants, mais ne sont pas des pratiquants, ne sont pas des exploitants, et en fait, ils ne se sont jamais posé la question de la stratégie ou quelle stratégie ils pouvaient adopter avec leur outil, avec ce véhicule de la franchise. Le premier moyen la première stratégie, c'est la stratégie de base. C'est-à-dire que vous pouvez faire comme la plupart des gens, la plupart des franchisés, exploiter en direct. Donc, exploiter en direct, c'est trouver une enseigne, la valider, valider les contrats, rechercher le local, financer, se lancer. Bref, on y reviendra un peu plus tard. La force de cette première stratégie, c'est que d'abord, si vous n'avez jamais entrepris, si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est que vous allez apprendre à être entrepreneur. Robert Kiyosaki a fait une petite interview, je crois que c'était en novembre de l'année dernière. Vous tapez sur YouTube Robert Kiyosaki franchising et vous trouverez une interview qu'il a fait. Alors c'est en anglais, mais je pense que c'est traduit. Et il explique tout ça en détail. Et il explique que le modèle de réseau, le modèle de franchise est super pour des gens qui n'ont jamais entrepris, n'ont jamais géré de boîte, n'ont jamais managé de collaborateurs, de salariés, tout simplement parce que on va, quand on est franchisé, on va vous accompagner, vous allez être accompagné pour bien mettre en place les process, vous allez être formé, vous allez pouvoir dupliquer des franchisés qui fonctionnent. Bref, c'est une très bonne école pour apprendre à entreprendre. Pour vous partager un peu mon vécu, donc moi j'ai lancé mes premières boîtes d'abord un peu traditionnelles et c'est vrai que toutes mes belles expériences d'entrepreneur, je les ai vécues avec la franchise. Les recherches de financement, les recherches de local, les négociations, j'ai appris à négocier alors que je viens de l'immobilier d'entreprise pourtant. J'ai appris à recruter, massivement des profils différents. Bref, j'ai appris mon métier d'entrepreneur, de gérant d'entreprise avec la franchise. La deuxième chose, la deuxième force, c'est enfin passer à l'action. C'est vrai que quand on s'engage dans un projet de franchise, le gros intérêt, c'est que la première action peut-être demande un peu d'effort, un peu d'énergie. Et après, en fait, vous êtes tellement bien accompagné par le franchiseur, par les bons franchiseurs, que vous êtes dans une espèce de circuit qui est extrêmement bien balisé. Et donc, c'est vrai que si vous avez cette crainte de ne pas savoir comment faire, une fois que vous avez trouvé le bon franchiseur, les choses se font très naturellement et vous avancez vraiment pas à pas, en limitant les risques. Et ça, on en reparlera un peu plus tard. La quatrième force, c'est qu'on est rapidement dans la réussite. Il faut savoir qu'il y a une statistique qui dit que les franchisés, comparés à des indépendants, sont déjà plus rapidement rentables. Moi, sur toutes les franchises que je signe, dans toutes les franchises dans lesquelles je m'engage, je m'attends à être au moins à l'équilibre au bout de quelques mois et je dois être rentable dès la première année. Donc, je dois pouvoir récupérer normalement mon apport dès la première année. C'est mon objectif. Je vous en reparlerai un peu plus tard aussi. Mais si j'oublie, je préfère vous le dire dès maintenant. Je vais vous donner un exemple très clair. Attendez, est-ce que je vous en parle plus tard? Je vous en parle plus tard. Je vous laisse ça un peu en teasing. Je vous en parlerai après. Être accompagné, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc être accompagné, c'est l'accompagnement
liées à la formation, au démarrage. Moi, j'ai exploité des enseignes dans des domaines d'activité dans lesquels j'étais mais totalement novice. J'ai ouvert des salles de sport, alors que je suis sportif, mais pas de salles de sport. J'ai ouvert des pressings, j'ai ouvert des centres de foot à 5. Je suis en train d'ouvrir des restaurants, des pizzerias, alors que je ne sais pas du tout comment ça marche. Et donc, vraiment, le fait d'être accompagné, d'être pris par la main, c'est vraiment une force de ce modèle d'entrepreneuriat. Les faiblesses, parce qu'il y en a, il faut en parler, c'est déjà qu'il faut accepter de faire confiance à un franchiseur. Et ça, effectivement, c'est un point sur lequel moi, vraiment, je recommande d'être vraiment très vigilant, c'est que tous les franchiseurs ne sont pas viables, ils ne sont pas fiables. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, considèrent que être franchiseur, c'est une grosse opportunité et donc ils vous vendent un petit peu du concept, mais derrière, il peut ne rien avoir. Donc, il faut être vigilant. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre le rythme du réseau. Quand on intègre un réseau, on est en quelque sorte poussé vers la réussite. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de rythme, de balisage, et ben ce balisage, ce rythme se retrouve aussi dans le quotidien, dans l'exploitation. Et donc, si vous aviez envie de devenir un entrepreneur pépère, ben vous risquez d'être un peu stimulé par le réseau parce que le franchiseur a envie d'avoir un réseau fort, un réseau qui performe avec des résultats. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose avec lequel il faut que vous soyez à l'aise. Il faut accepter aussi d'être un petit nouveau, quel que soit votre parcours. Moi, j'ai commencé en tant que franchisé, j'avais une petite expérience d'entrepreneur, mais j'étais auparavant salarié. Si vous êtes déjà indépendant entrepreneur depuis 10 ans, bah, il faut accepter d'être le petit nouveau. Même si vous avez 40, 50 ans, vous êtes le petit nouveau dans le réseau, il va falloir faire vos preuves avant de pouvoir être entendu et être écouté. Il va falloir faire vos preuves. Et puis, comme tout entrepreneur, la faiblesse de cette stratégie, c'est qu'il va falloir investir du temps, il va falloir investir de l'argent, il va falloir investir de l'énergie. Mais ça, clairement, c'est dans tout projet d'entreprise et aussi dans beaucoup de projets d'investissement. Des opportunités en ce qui concerne l'exploitation en direct, c'est clairement, la franchise, c'est un secteur qui est en croissance. Donc, il y a de plus en plus d'offres. Il y a 2000 réseaux en France, des réseaux qui sont notoires, et il y a plein de réseaux qui ne sont pas connus et qui recherchent des franchisés dans tout type d'activité. Vous avez des franchises d'experts comptables, vous avez des franchises d'automobile, immobilier, restauration, bien-être, conseil, B2B, B2C, des activités qui vous demandent d'être plutôt commerciales, des activités qui vous demandent d'être plutôt gestionnaires. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts et vous avez vraiment une palette, une diversité d'activités qui est juste incroyable. Moi, tous les jours, je découvre des nouveaux concepts et je me dis, quoi, ça existe aussi en franchise. Les franchisés, ça aussi, c'est une vraie opportunité, sont de plus en plus recherchés, même pendant le Covid, et peut-être encore plus pendant le Covid. Quand je vous dis de plus en plus recherchés, c'est qu'ils sont de plus en plus recherchés par les banquiers. Donc, quand vous allez voir un banquier et que vous lui dites « Moi, je devais devenir entrepreneur et je vais devenir entrepreneur franchisé », je peux vous assurer qu'il porte un petit peu plus d'attention à votre dossier que le voisin d'à côté qui viendrait en tant qu'indépendant. Et c'est aussi un statut qui est très recherché par les bailleurs qui, bien évidemment, recherchent des entrepreneurs viables qui vont pouvoir s'engager sur le paiement d'un loyer sur du long terme. Et donc, bien évidemment, un franchisé a une durée de vie normalement un peu plus importante qu'un indépendant. Et donc, ça peut aussi rassurer les bailleurs. La menace de ce type de stratégie, c'est qu'il y a de plus en plus de candidats à la franchise. Quand vous appelez un franchiseur, surtout une franchise qui fonctionne bien, il faut s'attendre à ce qu'il ait eu avant vous une dizaine, une vingtaine d'appels dans la même semaine. Et donc, effectivement, il va falloir bosser sur votre pitch, il va falloir bosser sur votre présentation, il va falloir que vous soyez au clair sur ce que vous avez envie, sur ce que vous ne recherchez pas. Et il va falloir maximiser vos chances d'être recruté ou en tout cas que votre candidature soit conservée par ce franchiseur. Et puis, ça, c'est une vraie menace. J'insiste, je vous en ai déjà parlé avant, c'est qu'il y a de plus en plus de franchiseurs en carton. Et donc, effectivement, des franchiseurs qui vous vendent du vent. Et donc, si vous n'avez pas pris les mesures utiles pour vérifier ce qui vous est dit, ce qui vous est présenté, ça peut effectivement vous causer des soucis par la suite. La deuxième stratégie, et ça, c'est une stratégie que j'aime bien, c'est être associé dormant. Alors, j'ai cherché un autre terme pour dormant. On peut parler d'associé stratégique, c'est quand même beaucoup plus classe. Être un associé stratégique. Donc, c'est un associé qui va se pointer uniquement pour les assemblées générales, pour valider la distribution des dividendes et éventuellement des stratégies d'ouverture prochaines. Bref, c'est une vraie stratégie qui est hyper intéressante, que moi d'ailleurs j'adopte.
Le gros intérêt, le premier intérêt, c'est que vous avez une posture d'investisseur. Je vous invite, si vous ne connaissez pas le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, oui, je parle régulièrement de Robert Kiyosaki. Il y a plusieurs stades, si vous voulez, au niveau du cash flow. Vous êtes salarié, ensuite vous êtes indépendant, solopreneur. Ensuite, vous passez au stade de l'entrepreneur. Vous avez un système, vous avez des collaborateurs, des salariés qui vont bosser pour vous, mais vous avez quand même besoin de vous lever pour faire avancer la machine. Et puis après, vous avez le stade d'investisseur, où là, normalement, vous n'avez quasiment rien à faire. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez qu'à vous pointer, qu'à l'AG une fois par an pour valider que tout va bien dans l'entreprise. Donc, quand on est associé dormant, on est investisseur et on est un vrai investisseur. L'investissement sécurisé, c'est-à-dire que vous avez un peu de cash, vous avez envie de diversifier vos investissements, vous voulez le faire dans une entreprise parce que l'investissement dans une entreprise est quand même très rentable. Je parle en comparaison de l'immobilier. Le risque est limité parce que vous allez faire en franchise dans un modèle économique qui a fait ses preuves. Vous savez que le gérant de cette franchise va être encadré par le réseau, qui va être challengé par ce réseau, que vous allez pouvoir comparer les chiffres et que vous allez pouvoir aussi, vous, avoir une bonne vision de ce que vous allez pouvoir gagner. Et comparé à des startups ou d'un indépendant, je vous assure, pour avoir investi dans quelques startups, que c'est un vrai investissement, la franchise, un vrai investissement sécurisé et rentable. Une rentabilité importante. Ah voilà, c'est là que j'allais vous parler de ça. Personnellement, quand j'apporte 50 000 euros dans une franchise, d'ailleurs que je l'exploite ou que je sois associé dormant, je m'attends à ce que ça me rapporte 50 000 euros par an. C'est un peu, moi, alors c'est ma stratégie personnelle que je vous partage ici, mais moi, c'est un bon moyen pour moi de m'assurer que la franchise m'intéresse. Si je dois attendre 3 ans avant de percevoir 50 000 euros par an, alors que j'ai posé 50 000 euros par an, 50 000 euros sur la table au départ, clairement, ce sera compliqué pour moi. Voilà. Ou en tout cas, je vais vraiment me poser la question de l'intérêt. La faiblesse dans tout ça, c'est comme dans tout investissement dormant, c'est qu'on ne maîtrise pas l'activité. C'est-à-dire qu'il faut accepter de mettre 10, 20, 30 000 euros sur la table et laisser les clés du camion à quelqu'un, alors qu'on connaît ou pas d'ailleurs, hein, et qui va lui être en charge de faire avancer le bateau, la barque. Le deuxième enjeu, c'est de trouver le porteur de projet. Donc effectivement, trouver le porteur de projet, c'est trouver quelqu'un qui soit à la fois compétent, qui vous donne confiance, etc., etc. Et puis, le dernier point, qui est aussi un point non négligeable, c'est qu'il faut que vous ayez un peu de cash disponible. Si jamais vous n'avez pas de cash disponible, vous ne pourrez pas être investisseur associé dormant. Alors, les opportunités sur cette stratégie, c'est clairement, il y a de nombreux porteurs de projets qui recherchent un complément d'apport. Moi, personnellement, j'ai des propositions, j'ai des demandes quasiment toutes les semaines de gens qui ont une partie du capital, ils ont trouvé une enseigne, donc ils sont souvent issus du même secteur d'activité, ils ont trouvé une enseigne qui va leur demander 50 000 euros d'apport, eux, ils ont réussi à économiser 30, 40 000 euros d'apport et ils recherchent quelqu'un qui soit capable de compléter à hauteur de 10, 20 000 euros. Et donc ça peut être une vraie opportunité. Voilà. Certains franchiseurs recherchent aussi des investisseurs purs. Alors, auparavant, quand la franchise n'était pas trop développée, c'était des sujets un peu tabous. C'est-à-dire que le franchiseur cherchait uniquement des exploitants. Et plus ça va, plus on rencontre, lorsqu'on on se présente et on fait la connaissance de franchiseurs, des franchiseurs qui acceptent et qui vous l'avouent dès le départ, qui sont totalement OK avec le fait de trouver un investisseur financier et qui sont même capables de vous présenter des porteurs de projets qui, justement, recherchent à compléter leur apport. Donc ça, c'est aussi un point qui peut être intéressant, et en tout cas une approche, une stratégie qui peut être intéressante à étudier. Et le gros intérêt, la grosse opportunité, c'est clairement, il y a des projets sur toute la France et aussi à l'international. Moi, typiquement, pour ceux qui me connaissent, je suis très attaché aux Outre-mer et j'ai revendu une grosse partie de mes business en Outre-mer et aujourd'hui, je réinvestis dans des franchises qui vont s'installer en Outre-mer. Le gros intérêt, c'est que quand il va falloir faire l'AG, une fois par an, je serai obligé d'aller dans les Outre-mer pour participer à l'AG. La faiblesse de cette stratégie, c'est que c'est un marché qui n'est pas structuré. C'est-à-dire que pour trouver des porteurs de projets, ça ne va pas être évident. Pour trouver des franchisés qui acceptent des investisseurs purs, il faut absolument taper à des portes. Voilà, donc ce n'est pas un marché structuré. Il va falloir relever ses manches pour trouver effectivement la perle rare.
La deuxième faiblesse, c'est que vous avez de plus en plus de fonds privés qui s'emparent de ce marché. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les fonds privés recherchent des investissements fiables et rentables. La franchise est un modèle fiable et rentable. Donc, vous avez de plus en plus de fonds privés, de private equity, de family office, donc de familles qui ont beaucoup d'argent, et puis aussi de franchisés expérimentés qui, au lieu d'investir dans l'immobilier ou dans des placements financiers ou dans des sociétés du CAC 40 ou aux États-Unis, vont réinvestir, réinjecter dans des franchises dans lesquelles ils vont être, eux, dormants. Alors, je check un peu les questions. Où peut-on trouver des associés dormants? Je vais y répondre à la fin. On va noter un peu ces questions-là. Je vais les noter à la fin. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses? Tu préfères que je réponde à la fin ou maintenant? On a deux, Tu peux trois y questions. répondre maintenant, hein. Vu qu'il n'y a Allez, pas je trop de réponds questions, maintenant. tu peux te le Allez, j'y permettre. réponds maintenant. Alors, attends, parce que du coup, j'y réponds maintenant, mais il faut que je retrouve. Ah oui, c'est là. Bam. Discussion. Je suis actuellement en contact avec une franchise. Quelles sont les questions que l'on peut poser pour tester sa crédibilité? Il y en a plein. Je te dis ça parce qu'en fait, j'ai créé un guide de 69 questions. Alors, il y en a plus, hein, c'est plus autour des 100 questions à poser à un franchiseur. Mais les questions, si je peux simplifier, il faut que tu t'assures que ce franchiseur, déjà, gagne sa vie avec son concept. Pour parler des franchiseurs en carton, le nombre de franchiseurs, quand tu leur poses la question de savoir, mais OK, comment est-ce que vous gagnez votre vie et tu découvres qu'ils gagnent leur vie en vendant leur concept à des franchisés, moi, ça m'inquiète. Parce que si tu as une franchise, si tu as un concept qui cartonne, le franchiseur, il doit déjà l'exploiter soi-même et lui-même, et il doit avoir 5, 10%, 15% des établissements en propre. Sinon, ça veut dire que son modèle, il ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il sinon il le vendrait? Il faut l'exploiter d'abord. Donc ça, c'est la première chose. C'est un des conseils. Après, voilà, il faut qu'il soit staffé, il faut qu'il ait un nombre qu'il ait peu de fermetures d'établissements. Il faut qu'il ait respecté un certain rythme de développement. S'il ouvre, il existe depuis 3 ans et en 3 ans, il a ouvert 50 franchises, c'est un peu inquiétant. Bref, il y a plein de questions. Si tu m'envoies un petit message, je pourrais voir ça, à t'envoyer un extrait de mon guide gratuitement et puis tu pourras éventuellement faire avec ça. Mais note-moi, envoie-moi un petit message en privé, je vous donnerai mes coordonnées à la fin et puis on pourra parler de ça. Deuxième question, où peut-on trouver des associés dormants? Alors, il existe aujourd'hui, alors moi je suis un associé dormant, donc si vous avez un projet à me présenter, c'est avec grand plaisir. Et puis des associés dormants, tu peux en trouver tu peux en trouver chez des franchisés, tu peux même en trouver chez des franchiseurs qui ont en fait pas envie d'exploiter eux les établissements et ont envie de s'associer. Et il existe aussi des structures privées, comme je te l'ai dit, des private equity qui sont capables de compléter ton apport. Donc voilà. Continuons. La stratégie de l'investissement immobilier. Ça, c'est une super stratégie et vu que vous êtes pour la plupart des investisseurs immobiliers, je suis sûr que ça va vous parler. Alors, la force de l'immobilier, notamment au travers de la franchise, c'est que d'abord, on est sur l'immobilier d'entreprise. On va diversifier ses investissements. On a fait un peu d'habitation, on a acheté des immeubles de rapport, on a fait un peu de location meublée. Et ben, on va acheter un premier local commercial, 50-100 mètres carrés, qu'on va pouvoir louer à un franchisé qui a une fiabilité un peu plus importante. Pourquoi est-ce qu'un franchisé est plus fiable généralement qu'un indépendant? Premièrement, parce qu'il est accompagné, encore une fois, par un franchiseur qui va le cadrer dans le business model, qui va l'accompagner sur le développement commercial, etc., etc. Et la deuxième chose, c'est que souvent, les investissements dans le local sont beaucoup plus importants. Je vous donne un exemple. Moi, dans les salles de sport, je vous en parle parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de salle de sport. Aujourd'hui, un indépendant dans une salle de sport qui va se lancer sur une surface de 400 mètres carrés, il va mettre 200 000 euros sur la table pour pouvoir faire les aménagements, etc., etc. Un franchisé sur une surface de 400 mètres carrés, lui, va investir plutôt 400, 500 000 euros pour pouvoir lancer le projet. Donc, on a un investissement déjà de la part du franchisé, de la part du locataire qui est beaucoup plus important. Il va mettre beaucoup plus de moyens. En tant que propriétaire, on aura aussi peut-être beaucoup plus de choses à récupérer si demain ça se passe mal. Bref, on a quelqu'un qui, en tout cas, entre guillemets, s'investit beaucoup plus dans le projet. Le remboursement, c'est de l'immobilier d'entreprise. On ne va pas rembourser le crédit sur 25 ans.
ce sera beaucoup plus court. Et donc, effectivement, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant si jamais c'est un investissement qui vous intéresse. La faiblesse dans tout ça, c'est que c'est souvent des niveaux d'investissement très importants. Si on vise de l'immobilier d'entreprise, on va viser, et si c'est du commerce, des immeubles ou des rues, des axes qui sont plutôt numéro 1 bis. Et donc, de fait, vous allez être tout de suite sur des offres qui sont avec des valeurs un peu plus importantes. Louer de l'immobilier à des franchisés, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Covid, il va y avoir aussi beaucoup d'opportunités, donc des locaux commerciaux qui vont être à vendre, donc soit sur des marchés traditionnels, soit éventuellement à la barre. Bref, vous allez avoir des locaux commerciaux que vous allez pouvoir récupérer. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Les enseignes sont aussi toujours en recherche. Lorsque vous avez 100 mètres carrés, moi en ce moment je recherche 100 mètres carrés pour une de mes activités. Si vous avez 100 mètres carrés en pied d'immeuble bien placé, je peux vous assurer qu'en quelques semaines, vous avez loué, quoi. Et vous avez loué à une belle enseigne. Le mix exploitation immobilier est aussi une stratégie hyper intéressante. C'est-à-dire que vous avez décidé de prendre une carte, quelle qu'elle soit. Vous ouvrez une agence immobilière, parce que l'immobilier, ça vous plaît, ou une agence de courtage en travaux ou de courtage en financement, en prêt immobilier. Vous achetez les murs, vous exploitez et vous remboursez le crédit. Au bout de 7 ans, au bout de 10 ans, le local est remboursé. Si vous avez décidé de vous mettre à la retraite, vous pouvez céder l'exploitation à quelqu'un d'autre, on en parlera plus tard, et vous pouvez conserver l'immobilier. Donc, votre exploitation a remboursé l'immobilier. Quand vous en avez assez, vous devenez juste bailleur. Voilà. La menace dans tout ça, c'est que l'immobilier commercial a subi la crise de plein fouet, et ça, il faut être entièrement transparent. Les bailleurs ont pris cher, les bailleurs commerciaux ont pris cher, et pour faire beaucoup de visites en ce moment, ce qui commence à arriver, c'est des procédures d'expropriation. Alors, ce n'est pas expropriation, mais c'est des procédures de sortie qui peuvent être un peu contraignantes. Donc, l'immobilier d'entreprise, c'est bien. En ce moment, vraiment en ce moment, c'est un peu compliqué. Je pense que quand ça va repartir, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à regarder. Conversation, 10-15 ans sur des prix, faut que ça carbure, effectivement. Des franchises, des faibles. Alors, 10-15 ans sur de l'immobilier commercial, ça va être des durées, c'est des durées type de financement bancaire. Voilà. Et la seule chose, contrairement à de l'habitation, c'est que ton banquier professionnel te demandera un apport systématiquement d'au moins 10% du montant. Donc, au moins 10% d'apport, et il faut compter rembourser sur 10 à 15 ans. Voilà, c'est ça le principe. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu sur des projets que j'ai portés. Après, peut-être qu'effectivement, la conjoncture fait que ça a un peu bougé. Mais en tout cas, moi, dans les projets que j'ai eu l'occasion de porter, c'était ça, les ratios et les règles. Être multifranchisé. Alors ça, c'est une stratégie que moi j'adore. Comme je vous l'ai expliqué, je suis multifranchisé depuis des années, je continue à l'être. La force dans tout ça, c'est clairement l'indépendance vis-à-vis d'un franchiseur. Souvent, moi, les gens qui ne connaissent rien à la franchise me disent « Ouais, mais quand tu es franchisé, tu es dépendant de ton franchiseur. » Ouais, tu es dépendant de ton franchiseur. Mais déjà, si tu as plusieurs enseignes ou si tu as plusieurs investissements, en fait, tu es dépendant de personne. En fait. Voilà. Donc, le fait d'être multifranchisé permettra de mettre ses œufs déjà dans plusieurs paniers. Changement de level, clairement, quand on exploite une enseigne, avec un établissement et qu'on commence à avoir deux établissements dans deux secteurs différents, on change de level parce qu'on va monter en compétence. On va monter en compétence sur le métier de gérant. On va monter en compétence parce qu'on va aussi intervenir sur différents secteurs. Moi qui suis un caméléon et qui adore découvrir, qui adore apprendre, c'est vraiment la multifranchise, quelque chose que j'apprécie beaucoup. L'utilisation croisée des best practices, le gros intérêt, c'est que tous les réseaux ne sont pas bons sur tous les domaines. Vous allez avoir un franchiseur qui va être très bon dans le marketing digital, vous allez avoir un franchiseur qui va être très bon sur la partie aménagement. Et donc, le gros intérêt quand on est multifranchisé, c'est qu'on va aller récupérer des best practices un peu à gauche, à droite, et qu'on va le mettre à notre sauce et qu'on va l'exploiter pour les établissements qu'on a en gestion. L'optimisation des équipes en place, donc le gros intérêt, c'est qu'on peut créer une holding, avoir dans la holding une comptable, une assistante de direction, une RH, bref, des responsables de maintenance ou des techniciens. Et donc, on va pouvoir optimiser les coûts et mutualiser en envoyant ces équipes sur plusieurs enseignes. La faiblesse dans tout ça, c'est déjà ça nécessite de réussir les premières ouvertures. Si vous galérez sur votre première ouverture, ouvrir une deuxième enseigne, il va falloir être patient.
La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une compétence de manager. Si vous ne vous sentez pas manager, si vous n'aimez pas travailler avec des gens, si vous n'aimez pas recruter, parce que quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant d'entreprise, on recrute des salariés en grande majorité. On bosse très peu avec des indépendants. Donc, ça demande une autre posture. Si vous avez toujours eu l'habitude de bosser avec des indépendants, donc de ne pas vous engager avec les gens, ça peut être un peu compliqué. Et le dernier point, c'est que ça nécessite l'approbation officieuse de votre franchiseur. Donc, vous êtes indépendant. Votre franchiseur ne peut pas vous dire non, Teddy, tu n'iras pas, tu ne deviendras pas franchisé de telle enseigne. La seule chose, c'est que si vous ne lui en parlez pas, vous faites ça un peu dans son dos et que pour X raisons, il le prend mal, demain, si vous avez envie de continuer à faire du business avec cette enseigne-là, il peut l'avoir un peu en travers et il peut éventuellement vous le faire payer. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu ça. J'ai toujours pu me diversifier sans aucun problème parce que dès le départ, c'était clair avec mon franchiseur. Et dès le départ, je lui ai dit que moi, à terme, mon objectif, c'était de me diversifier voilà, dans plusieurs enseignes. Les opportunités, alors l'opportunité lorsqu'on est multifranchisé, et moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vis, c'est qu'on peut faire de la promotion interne. Vous avez un responsable d'établissement qui cravache, qui bosse super bien, et ben, demain, vous ouvrez une autre enseigne, vous pouvez lui proposer soit de s'associer, soit de le faire monter en grade dans une autre activité. Bref, c'est un vrai outil de promotion interne. La crédibilité vis-à-vis des nouveaux franchiseurs. C'est-à-dire que quand vous tapez à la porte d'un franchiseur et vous dites, écoutez, moi, ça fait 1 an, 2 ans que je suis franchisé de telle enseigne et ça se passe bien, c'est génial. Moi, je vous parle de ça parce que j'ai une vraie anecdote là-dessus. Ça m'est arrivé d'aller sur des salons de la franchise, arriver avec ma sacoche, avoir mon franchiseur qui me prenne par l'épaule en disant, Teddy, viens voir, il faut que je te présente quelqu'un. Et mon franchiseur me présente un autre franchiseur avec lequel je signe, quoi. Et c'est juste magnifique parce que du coup, le franchiseur vous arrivez et dit ah, vous êtes quelqu'un de sérieux et ça se passe généralement très bien. Et le gros intérêt de la multifranchise, c'est que vous pouvez mélanger toutes les stratégies, les premières stratégies que je vous ai données. Vous pouvez exploiter en direct une partie, être dormant sur l'autre, faire de l'immobilier. Bref, la multifranchise, c'est génial. Moi, j'adore ça. En tout cas, c'est encore une fois un avis très personnel. Les menaces, j'en ai pas trouvé. Vous pouvez avoir des menaces spécifiques à une enseigne, mais en soi, vous diversifiez vos activités et vous montez en compétences et vous gagnez aussi un peu plus. La question, quelles sont les règles anticoncurrentielles ou plutôt d'exclusivité quand tu es multifranchisé? Alors, tu parles de deux choses, j'ai l'impression. Anticoncurrentiel, ça voudrait dire que, par exemple, tu ouvres une agence Guy et tu ouvres une agence Orpi. Ça ne marchera pas. Si moi, j'étais franchisé Keep Cool, si j'ouvrais une franchise Fitness Park, ça ne marchera pas. Parce que du coup, effectivement, il y a de la concurrence. En revanche, je suis franchisé Guy et je deviens franchisé chercher une franchise, par exemple, de courtage en travaux. Bon, je vais donner un autre exemple. Je suis franchisé Keep Cool et je suis franchisé fitness. Là, vous êtes en train de me coller sur la partie fitness. Quel exemple je pourrais donner? François, tu as une idée? Là, c'est le même marché. Bon, voilà. Alors, Aesthetic Center. Voilà. Je suis franchisé Keep Cool et je suis franchisé Pressing. Bah, il n'y a pas de concurrence, donc ça fonctionne bien. Ou je prends une franchise Kevin Delabarre, ça fonctionne aussi bien. Et les règles d'exclusivité quand tu es multifranchisé, l'exclusivité, elle concerne vraiment le secteur d'activité. Le franchiseur dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'était le patron de Keep Cool de l'époque, qui m'a pris par le bras et qui m'a présenté le franchiseur de Body It qui fait de l'électrostimulation. Donc, on est sur le domaine de la santé. Vous avez d'un côté les salles de sport et de l'autre une activité d'électrostimulation. Il n'y avait pas de concurrence directe. Pourtant, ils sont plus ou moins sur le même marché du fitness, de la remise en forme et du bien-être. Et donc, les deux étaient OK, quoi. Moi, j'ai des franchiseurs aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je développe une franchise de pizzeria. J'ai des franchiseurs des franchises de burgers qui me sollicitent et pour eux, c'est OK. Et ma franchise de pizza le prendra très bien. Ce sont deux marchés différents. Il n'y a pas de concurrence directe. On peut mettre un burger à côté d'une pizzeria. Les deux marchent très bien. Donc, voilà un peu les règles. Mais c'est toujours pareil. Tout est dans la discussion. Un franchiseur, c'est un partenaire. Ce n'est pas un patron. Il sait, et surtout si vous assumez cette posture, il sait que vous êtes entrepreneur et que vous allez l'être de plus en plus. Et donc, il faut avoir cette posture d'entrepreneur et il faut lui expliquer dès le départ que vous allez vous diversifier. Le 5e point, création-revente. Alors ça c'est
c'est vraiment une pépite que je vous livre. C'est une pépite parce que, pour moi, les entrepreneurs qui m'inspirent, c'est ce qu'ils font. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait de manière, je l'ai fait en découvrant un peu, en marchant. Et donc, j'ai acheté des établissements existants. J'ai mal acheté, mais j'ai acheté. Et j'ai revendu, moi, j'ai revendu au 31 décembre une grosse partie de mes activités. Et je me suis rendu compte en me renseignant qu'en fait, la plupart de beaucoup de gros investisseurs, de gros entrepreneurs, c'est ce qu'ils font, la création-revente. La force dans tout ça, c'est que ça vous permet déjà de franchir des gaps financiers. Vous allez gagner en une fois ce que vous devriez gagner en 5 ans. Parce que si on multiplie généralement pour de la valorisation, c'est entre 3,5 et 5 fois le BE. Bref, vous allez gagner en une fois ce que vous devriez gagner sur 3-5 ans. Donc déjà, vous prenez du cash rapidement. Vous pouvez vous séparer des établissements gênants. Vous avez dans un établissement une équipe qui n'est pas au top, ou c'est loin de chez vous, c'est pas pratique à gérer, ou vous avez des galères. Bref, vous pouvez. Alors, au début, j'ai mis vous en débarrasser, mais j'ai préféré mettre se séparer. C'est un peu plus politiquement correct. Le gros intérêt, c'est que vous allez pouvoir réinvestir ce cash dans de nouvelles structures, dans l'immobilier, vous allez pouvoir réinvestir dans plein de choses, et c'est souvent des gros billets que vous prenez. Hein. Imaginons que vous prenez une petite franchise où vous récupérez 50 000 euros de dividendes par an, bah, vous allez pouvoir récupérer peut-être 150, 200, 250 000 euros en une fois. C'est quand même génial. La faiblesse dans tout ça, c'est qu'il faut souvent avoir remboursé une grosse partie de son prêt. Si vous faites un financement bancaire, bah, bien évidemment, en termes de gains, vous allez avoir la valorisation de votre boîte et on va vous retirer ce que vous devez à la banque. Donc, moins vous avez d'emprunts à rembourser, plus ce sera cool en termes de marge. Ça nécessite d'ouvrir avec l'investissement le plus bas possible. Donc, c'est en lien avec le prêt que vous allez faire. Donc, souvent, si votre franchiseur vous dit « Tiens, pour tel établissement, il faut que tu sois dans un budget entre 150 et 200 000 euros », gardez dans votre tête que si vous arrivez à ouvrir à 150 000 euros, même si un établissement à 200 000 euros, c'est beaucoup plus beau parce que vous allez mettre le dernier petit pot de fleurs à la mode ou le dernier machin, sachez que si un jour vous souhaitez revendre, si vous avez moins à rembourser, ce sera un peu plus d'argent, un peu plus de bénéfice pour vous. L'opportunité dans tout ça, c'est qu'une franchise qui fonctionne se vend. Souvent, et ça, alors, encore une fois, moi, ça me fait sourire parce que c'est souvent des gens qui ne connaissent pas qui ont ce genre de remarques. Mais la remarque, c'est « Ouais, mais attends, si tu veux revendre, si tu en as assez, tu ne pourras pas revendre parce que ton franchiseur ne voudra pas. » J'ai jamais vu. Une franchise qui fonctionne, si vous avez fait le job et que vous avez un établissement qui fonctionne, vous allez le vendre. Vous allez pouvoir vendre au franchiseur. Pourquoi? Parce que lui, un établissement qui fonctionne, qui tourne déjà, qui est déjà en place, il préfère le récupérer, l'acheter lui-même, plutôt que de le voir fermer ou partir à la concurrence. La deuxième chose, vous allez pouvoir le vendre à un franchisé en activité. Ou vous avez un franchisé qui veut ouvrir plusieurs établissements, il en a un ou deux, il connaît le métier, il a des équipes, bah, le racheter pour lui, c'est du bénéfice. Vous allez pouvoir vendre un nouveau franchisé, quelqu'un qui n'a pas envie d'attendre l'année qu'il faut pour pouvoir être rentable, ou les 2-3 années pour être au top de la performance économique. Bref, vous allez pouvoir vendre éventuellement, alors ça j'en parle après. Ça intéresse aussi les investisseurs qui ont du cash. C'est-à-dire qu'un investisseur qui a du cash, il n'a pas envie de créer tout de zéro, s'occuper des travaux, s'occuper du recrutement. Il veut mettre un billet et tout de suite pouvoir augmenter son portefeuille d'entreprise. Et puis la revente à la concurrence aussi, c'est un vrai sujet et c'est possible, notamment si vous êtes en conflit avec votre franchiseur. Alors bien évidemment, que ça dépendra du contrat dans lequel vous êtes. Mais si demain, vous faites tomber l'enseigne, comme on dit, vous pouvez très bien changer d'enseigne ou céder votre emplacement, votre établissement à la concurrence. La menace dans tout ça, c'est que quand on vend une société, il faut vendre au bon moment. Donc, alors, encore une fois, je touche du bois et j'ai eu une bonne étoile. J'ai vendu moi mes établissements au 31 décembre 2019. Mais voilà, il faut toujours essayer de comprendre quel est le bon moment. Il faut savoir s'écouter, quels sont vos objectifs perso, est-ce que c'est aligné, quelle est votre vision du business, etc., etc. Il y a des enjeux aussi relationnels, c'est-à-dire qu'il faut bien évidemment que même si le franchiseur ne pourra pas vous interdire, il faut que ça soit fait en bonne intelligence. Si vous vendez un nouveau franchisé, il faut que le franchiseur le valide, etc., etc. Les salariés, vous avez une équipe en place, céder une entreprise, ça demande quand même un peu de pédagogie, il faut que les gens comprennent. Voilà pour ces 5 stratégies. Donc, exploiter en direct, être associé dormant,
investir dans l'immobilier et le louer à un franchisé, être multi-franchisé, faire de la création-revente, parce que quand on crée une franchise qui fonctionne, ça se revend, et ça se revend souvent bien. Donc voilà, pour tout ça. Est-ce que par rapport à ces 5 stratégies, vous avez des questions? C'est un super sujet d'article, hein, franchement. J'ai tout donné, parce que j'ai du taf en ce moment. Je me Ouais, suis j'ai dit, vu attends, ça. il faut que je leur donne de la matière. Sachez que ce que je vous ai partagé là, clairement, les sites internet de la franchise, les consultants en franchise, les franchiseurs, personne n'en parle. C'est un truc, en fait, je m'en suis rendu compte quand je l'ai écrit. Je me suis dit, mais attends, là, je fais un truc pour la communauté de Club Rentabilité. J'ai une petite communauté, je ne leur ai jamais partagé ça, quoi. Là, vous avez un truc en exclusivité qui est juste énorme. D'ailleurs, je pense que je vais me resservir de cette présentation. Mais voilà, c'est vraiment des stratégies. Quand vous pensez franchise, ne pensez pas juste « Ah, ok, je vais devenir exploitant, je vais prendre une carte. » Non, il y a plein de possibilités. Être associé dormant, c'est génial. Vous avez un peu de cash, vous n'avez pas envie de vous embêter à entreprendre vous-même. Bah, il faut que vous trouviez un porteur de projet. Et il y en a plein. Et il y en a plein de très sérieux. Si vous n'en connaissez pas, venez me voir, je vais vous en présenter. J'en ai dans mon programme et qui sont très sérieux et qui recherchent un complément de cash. Vous pouvez investir dans l'immobilier, donc immobilier d'entreprise et après le louer à de la franchise. Multifranchisé, ça c'est exceptionnel et vous allez prendre des levels qui sont juste énormes. Création-revente, ça c'est les stratégies avancées. Et j'aurais pu vous parler d'autres stratégies. Moi aujourd'hui, dans les franchisés qui m'inspirent, aujourd'hui il y en a 3. Vous avez l'entrepreneur qui a racheté l'enseigne Picard récemment et qui s'est associé avec Xavier Niel pour développer toute une branche autour de l'alimentation bio. Ce type-là a commencé, il avait une franchise Carrefour Express. Et bon an, mal an, il a ouvert plusieurs établissements. Il est devenu plurifranchisé de la même enseigne. Il est devenu multifranchisé et il est venu jusqu'à racheter un franchiseur. Vous avez le patron du Grand Hôtel à Bordeaux. Ce mec-là a commencé en étant franchisé dans sa petite boutique à Bordeaux. Et au fur et à mesure, il a, lui, investi dans l'immobilier qu'il exploitait. Et au fur et à mesure, il a grossi. Bon an, mal an, il rachète plein de choses en ce moment. Bref, des stratégies avec la franchise, il y en a plein. Et le gros intérêt, c'est que c'est un support qui est sécurisé et qui est rentable. Sécurisé, ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas de risque du tout. La seule chose, c'est que vous les limitez. C'est le gros intérêt, c'est que vous les limitez. Question. Alors, c'est marrant parce que c'était super intéressant. Par quel type de franchise commencer? Et au-dessus, j'ai Francis Kevin Delabarre. Francis, Kevin, il va falloir que tu nous fasses une annonce, toi. Hein. Alors, par quel type de franchise commencer? Tout dépend de Morgane, de ton profil. C'est un vrai sujet. Alors, je vais vous montrer, je vais regarder les questions et peut-être qu'il y aura des choses qui vont pouvoir se croiser. Et si on veut devenir franchiseur, comment ça fonctionne? Tu conseilles quel type d'activité? Sans connaissance technique, avec le recul, tu aurais démarré par quoi? Kevin a de l'ambition. Alors, je réponds d'abord à Kevin et après, je vais répondre aux autres. Si on veut devenir franchiseur, déjà, si on veut devenir franchiseur, Kevin, c'est ce que je te disais par rapport à la légitimité et à la crédibilité. Il faut que tu aies déjà un modèle économique qui soit viable. Il faut que toi, tu gagnes ta vie déjà juste avec ton unique établissement. Si tu gagnes ta vie déjà avec ton unique établissement, c'est déjà une bonne première étape. La deuxième étape, c'est d'ouvrir une succursale, une filiale. Donc, tu vas ouvrir un autre établissement que tu vas gérer toi en direct. Le gros intérêt, c'est quoi? C'est que tu vas, pour ce deuxième établissement, devoir mettre en place un certain nombre de process pour que les gens du deuxième établissement fonctionnent bien, se développent et cartonnent. Quand tu as ouvert ce deuxième établissement avec ce process, tu peux commencer à réfléchir à la franchise et à avancer sur d'autres étapes dont on pourra parler plus tard. Mais voilà les 2 étapes principales, cartonner dans sa boutique et deuxièmement, avoir un deuxième établissement qui cartonne parce qu'on aura aussi mis en place un certain nombre de process. Alors, je vais vous partager. Alors voilà, c'est le petit cadeau, parce que je vous ai dit que je ne vous en parlais pas au début et parce que tout le monde en parle, mais je vais vous partager les 8 étapes. Et donc, il faut réussir à se démarquer, encore plus si on est dans une zone qui est un peu concurrentielle en termes de candidature. Sélectionner les franchises fiables. Donc, il y a beaucoup de questions à poser. Moi, je vous ai dit, j'ai créé un guide
qu'on est en train de rebosser avec François et Quentin, pour le rendre plus sympa au niveau du design. Moi, j'ai une liste d'à peu près une centaine de questions, entre 69 et 100 questions à poser à un franchiseur qui permettent effectivement de s'assurer qu'on a en face de nous quelqu'un de fiable. Et en tout cas, de se rassurer sur plein d'éléments. Après, il y a aussi le fait de se rassurer au niveau des chiffres. Donc ça aussi, il y a des techniques, si on n'est pas à l'aise avec l'aspect financier, il y a des techniques à utiliser pour pouvoir vérifier que les chiffres qui nous sont présentés sont pertinents et s'ils collent avec une réalité du secteur d'activité et du marché. Ensuite, son rétro-planning. Si on est salarié en poste ou si on a décidé de déménager et de lancer son activité à 100 km de son lieu actuel ou à 200 km de son lieu actuel, tout ça, ça s'organise. On a une famille, on a un CDI, il faut falloir peut-être qu'on fasse une rupture conventionnelle. Bref, il faut mettre en place un rétro-planning et pour mettre en place un rétro-planning, il faut être au clair sur les étapes. Il y a des étapes lorsqu'on lance une franchise et quand on s'engage avec une franchise, ce n'est pas du jour au lendemain, vous avez la clé de la boutique et c'est parti, quoi. Non, il y a plein d'étapes et il faut être conscient de ces étapes-là. Le septième point, et ça c'est un point qui est hyper stratégique, et j'ai encore plus en ce moment, moi je le vis, pourtant je suis un ancien expert d'immobilier d'entreprise, c'est qu'il faut trouver le bon emplacement. Il faut trouver le bon emplacement au bon prix, qui colle au modèle, etc., etc. Et enfin, il faut financer son projet. Et financer son projet, ce n'est pas que la banque. Il y a plein de solutions qui existent et il faut trouver la bonne solution en fonction de son profil. Si vous êtes salarié, si vous êtes déjà entrepreneur, si vous avez 50% du capital, si vous avez 10% du capital qui vous est demandé. Bref, il y a des stratégies et ça dépendra vraiment de votre profil. Donc voilà un petit peu quelles sont les étapes que moi je recommande pour pouvoir entreprendre en franchise. Je vous ai mis un peu le détail de comment est-ce que moi je fais pour accompagner les gens pour que ça marche. C'est que dans notre programme, on a créé donc un programme qui est basé sur 3 piliers. Une formation à distance, parce qu'on a des partenaires et des clients sur toute la France. Un accompagnement individuel, donc les gens ont accès directement à moi ou à quelqu'un de mon équipe. Le partage de mon réseau et de ma communauté. Alors, je partage peu souvent des enseignes que j'exploite, sauf si ce n'est pas sur mon territoire, parce que bien évidemment, à l'image de tous les autres franchisés qui ne parlent jamais de leur réussite, je préfère garder quand même le gâteau pour moi. Hein. Et voilà, donc ce programme, il dure généralement 1 mois, donc il y a 1 mois de formation à votre rythme, et puis après, l'accompagnement, moi je le fais jusqu'à l'ouverture. Donc jusqu'à l'ouverture, vous pouvez m'appeler, Teddy, putain, je ne trouve pas de local, Teddy, mon franchiseur ne sait pas quoi faire pour la partie négociation, moi je suis disponible H24 ou presque. Et donc là, je me la pète encore une nouvelle fois. Je suis data docké, on est data docké. On a fait en sorte, et pourquoi j'ai fait ça, on a fait en sorte d'être référencé sur mon compte de formation. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que mon accompagnement, il y a beaucoup de valeur. Vous allez gagner beaucoup, beaucoup de temps et d'argent. Et en fait, ça me gênait de prendre de l'argent qui serait destiné à lancer votre projet. Donc, on s'est efforcé de le faire nous-mêmes d'ailleurs, de devenir centre de formation pour pouvoir proposer cette formation de création d'entreprise grâce à la franchise et pour vous permettre de vous lancer, de lancer votre projet en moins de 6 mois. Voilà, c'est bon pour moi. Alors, il y a une question. C'est ce que j'ai fait avec une franchise d'auto d'occasion devenue leader en France. Alors attends, parce qu'il y a une question d'avant. Teddy, vous avez commencé tout à l'heure sur le thème exploiter en direct. On peut récupérer son investissement en 1 an. Vous pouvez nous dire, pas sur tous les secteurs. Exactement, Angélique. C'est une stratégie que moi, en tout cas, c'est un critère de sélection que moi j'ai. C'est-à-dire que je ne m'engage avec un réseau, une enseigne pour laquelle je suis certain qu'elle me permettra de récupérer mon apport dès la première année pleine. Il se peut effectivement que ça se décale un peu de quelques mois, mais je veux dire, je ne peux pas attendre 3 ans avant de récupérer mon apport. Et la deuxième chose, c'est que donc systématiquement, à chaque année d'exploitation, je dois récupérer mon apport. Si j'investis dans une enseigne, si j'ai un apport qui m'est demandé de 50 000 euros ou de 60 000 euros, je veux que tous les ans, je gagne 50 000 euros de dividendes. Hein. Une fois que j'ai payé tout le monde, tous les gens qui travaillent dans l'établissement, je veux que ça me rapporte 50 000 euros par an. Voilà un peu ma stratégie. Et je suis d'accord avec toi, Angélique, toutes les franchises ne le permettent pas. Moi, c'est mon critère. C'est ce que j'ai fait avec une franchise d'auto d'occasion. Mathieu, je ne sais pas sur quelle question tu as rebondi. Tu as choisi quel statut pour investir des fonds? Alors moi, ça fait des années que j'ai créé une holding personnelle en fait, hein, une holding, une société qui m'appartient à moi tout seul.
et en fait qui permet d'après de recréer des filiales, ou en tout cas d'investir au travers de cette société. Tout simplement parce que si l'argent arrive sur mon compte personnel, malheureusement, je vais payer beaucoup, beaucoup d'impôts, alors que dans cette société holding d'investissement que j'ai, je peux après réalimenter plein d'autres projets et investir dans plein d'autres choses. Donc, le statut pour investir, c'est que j'ai une holding d'investissement et je suis associé. Cette holding d'investissement est associée des filles. Des filles. Statut mère-fille. Ouais, c'est ça, statut mère-fille. Statut mère-fille. Donc, tu as une holding qui est la mère et systématiquement, tu crées des filles par établissement. Voilà, voilà. Au final, c'est plus rentable que d'investir dans l'immobilier. C'est pas la même chose. Oui, c'est plus rentable. La création d'entreprise, si tu veux, la vitesse à laquelle tu récupères les sous est pas la même, mais c'est pas non plus le même type d'investissement. Je pense qu'il faut diversifier. Moi, j'ai pas eu un parcours classique, c'est-à-dire que l'investissement immobilier, j'ai compris ce principe assez tard, après avoir créé mes premières boîtes. Et donc, en fait, si j'avais su, effectivement, peut-être pour limiter les risques, j'aurais fait d'ailleurs comme peut-être beaucoup d'entre vous, c'est que j'aurais d'abord sécurisé en me créant un patrimoine, un portefeuille d'immobilier rentable qui me permette de sécuriser, me faire rentrer du cash pour pouvoir vivre. Et une fois que c'est fait, j'aurais lancé une franchise. J'étais un peu jeune et fou, et donc moi, j'ai sauté, comme on dit, j'ai sauté de la montagne et après, j'ai construit mon avion. Mais je pense que l'immobilier, j'adore l'immobilier, je pense que c'est un vrai sujet. Et si vous avez peur, si vous êtes, voilà, si jamais vous avez peur de vous lancer, le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être effectivement sécuriser en lançant de l'immobilier rentable, en faisant un peu de location meublée, même si ça prend du temps, en faisant peut-être un peu de nu. Et une fois que vous avez sécurisé, que vous avez des rentes, des sommes d'argent qui rentrent assez automatiquement, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Vous le ferez de manière un peu plus sereine. Moi, j'ai un très grand ami, un franchisé de Keep Cool. Il a lancé Keep Cool alors qu'il était à la tête d'une centaine d'appartements. Donc, il a fait pour le plaisir. Et je peux vous assurer qu'à chacune des réunions qu'on faisait franchisées, même si de temps en temps, il y a le marché qui bougeait un peu et que ces établissements ne fonctionnaient pas forcément des masses, lui, il arrivait en mode détente, hein, toujours. Parce qu'il avait, avant de lancer des franchises, constitué un patrimoine, un portefeuille immobilier important, très important. Est-ce qu'investir dans une franchise dans le SAP? Alors, je ne sais pas ce que c'est le SAP. Tu peux m'en dire plus sur le SAP? C'est quoi le SAP? Thibaut, tu sais ce que c'est le SAP? Service à la personne. Ouais. Ah oui, oui, ah, c'est service à la personne. Ah, c'est canon. Service à la personne, c'est canon. J'aurais dû, moi, me lancer dans le service à la personne en juillet-août 2020, donc l'année dernière, parce que ça fait partie des rares activités qui ont bien traversé, qui traversent bien la crise. La seule chose, c'est qu'à un moment, même si franchement, j'ai adoré la franchise avec laquelle je discutais, avec laquelle je me suis engagé, je me suis, comment dire, je suis sorti du deal la veille de la formation. Donc, j'étais quand même bien avancé. Mais en fait, le seul souci pour moi, c'est que, vous savez, ma règle de récupérer tes sous dès la première année, j'y étais pas. Il fallait que j'attende 2 ou 3 ans avant de récupérer mes sous. Et en fait, pourquoi est-ce que je m'étais intéressé? C'est que je devais à la base racheter un portefeuille existant, ce qui me permettait de gagner du temps et de récupérer mes sous dès la première année. Donc, c'est super, c'est un super créneau. Et c'est dans un coin de ma tête et peut-être que j'y retournerai quand j'aurai une belle opportunité. Mais oui, si vous vous intéressez au service à la personne, allez-y, c'est vraiment un super bon secteur d'activité, quoi. Moi, j'ai une question, Teddy. C'est en gros, voilà, tu as de l'apport, tu veux investir dans une franchise. En termes de charge de travail, ça se passe comment? Tu peux déléguer tout au début en plaçant un directeur ou tu dois vraiment charbonner comme un fou au début? Tout dépend de tes compétences. Si tu sais diriger un directeur, bah oui, tu peux le faire. Si tu sais diriger, si tu as les moyens de le faire, oui, moyens financiers. En revanche, gérer et manager un directeur, ça demande un certain nombre de compétences. Si tu prends quelqu'un voilà, qui est entre guillemets plus compétent que toi, il risque de te poser des questions, peut-être pour lesquelles tu ne sauras pas forcément répondre, quoi. Donc, c'est possible si tu as une compétence déjà managériale avancée, si tu as déjà fait un peu de gestion d'entreprise en tant que salarié.
Sinon, peut-être que la meilleure des solutions, c'est d'être associé dormant, ou en tout cas de trouver un associé exploitant, où la D'accord. relation sera peut-être un peu plus facile. Et là, par rapport à ta pizzeria que tu vas ouvrir, donc j'imagine que c'est pas toi qui vas faire les pizzas Si, directement. si, je pars Si. aussi en formation. J'ai envie Ouais. d'apprendre à faire des pizzas. Et après, donc tu vas mettre en place un directeur ou un manager du restaurant. Il y aura combien de personnes dans le Alors, restaurant, sur une dans la pizzeria, pizzeria? en tout cas, moi, sur le modèle que j'exploite, il faut compter à peu près 7-8 personnes. Ok. Je n'ai pas arrêté les choses. C'est une vraie question. Est-ce que je trouve un associé exploitant ou est-ce que je recrute un directeur salarié, un gérant salarié? Mhm. Je n'ai pas arrêté. Tu sais, c'est toujours pareil. Le management et les ressources humaines, c'est de l'humain. Donc, ça dépendra des profils que je rencontre quand je vais commencer à recruter. C'est vraiment une histoire de profil, en fait. C'est vraiment une histoire de profil. Donc, Et dans ta formation, tu parles un petit peu de ce management ou pas? alors, moi, j'ai d'autres formations, parce que je suis organisme de formation. J'ai une formation qui s'appelle métier du dirigeant, où là, on entre dans le détail de, OK, le dirigeant d'entreprise, il a 6 casquettes, 7 casquettes, qui sont des compétences différentes, l'administratif, la gestion des ressources humaines, le leadership, le développement, la comptabilité, etc. etc. Mais c'est une vraie formation à part entière que je donne d'ailleurs dans des réseaux à la base. Mais dans cette formation-là, non, la formation devenir entrepreneur franchisé, elle te sert euh, à aller jusqu'à l'ouverture de l'établissement. Et Ok. normalement, une fois que l'établissement est ouvert, soit ton franchiseur t'accompagne sur des formations, soit tu te formes à l'extérieur, chez moi ou ailleurs, mais tu te formes à l'extérieur. Voilà. Kevin, il a une petite question pour toi. Tu lances donc une franchise sans avoir encore de dirigeant qui soit salarié. Ça, c'est tout à fait, Kevin. Et ça rejoint ce que je te disais sur le type d'enseigne. Tu as des enseignes qui acceptent les investisseurs et tu as des enseignes qui ne les acceptent pas. Moi, ça dépend des activités, mais sur la pizzeria, j'ai la chance que mon pitch les ait convaincus qu'il fallait qu'on essaye ensemble. C'est la première fois qu'ils fonctionnent avec un investisseur. Donc, je me dois de réussir, mais toutes les enseignes ne le font pas. Souvent, c'est les enseignes qui ont un certain nombre d'années d'expérience qui à un moment franchissent le pas parce qu'ils ont besoin de se développer un peu plus vite. Et voilà. Mais oui, c'est possible. Voilà. Après, le franchiseur te dit de te débrouiller, hein. Lui, voilà, ce qu'il veut, c'est juste que son établissement il ouvre et c'est à toi de faire à ta sauce. En sachant encore une fois, et je tiens à le préciser, que je saurais faire les pizzas. Donc, dès que j'aurai l'adresse, si vous êtes sur la région bordelaise, je vous la donnerai et je vous ferai si vous venez me voir, je vous ferai la pizza. Avec grand plaisir. Du coup, j'ai remis le son, je ne sais pas si on m'entend. Si. Ouais, et du coup, j'ai remis le son pour rebondir là-dessus, c'est plus facile. Et donc, en termes de lancement, ça te prend plus de temps, du coup, de lancer sans avoir d'exploitant tout de suite? Ou non, soit sur le créneau, c'est la même chose quand tu… En fait, aujourd'hui, moi, comme j'ai revendu une grosse partie de mes activités, à l'époque, j'avais des collaborateurs qui étaient. J'avais un collaborateur chargé de la technique. Donc, en fait, il gérait toute la partie travaux des ouvertures. J'avais un directeur commercial qui gérait toute la partie marketing commercial des ouvertures. J'avais quelqu'un qui s'occupait de recrutement. Donc, c'est vrai que ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, vu que j'ai recréé une équipe, ça va me prendre un peu de temps sur les premiers établissements. Mais dès que j'aurai 2, 3, 4 établissements et que mon équipe sera de nouveau étoffée et compétente pour gérer des sujets de recrutement de collaborateurs non stratégiques ou de gérer des sujets liés à de la gestion des travaux ou à du lancement marketing, ça me prendra moins de temps. Donc voilà, là je sais que sur les deux premières ouvertures, 3 premières ouvertures, il faut que je remette un peu la main à la pâte, mais c'est OK. Ça marche. Donc, si j'ai bien compris, tu vas ouvrir plusieurs pizzerias dans la région. Ouais, alors il faut que je trouve déjà le premier local, hein, parce que en ce moment, le marché de l'immobilier, c'est super particulier. Je vais faire un petit post sur LinkedIn Hmm. prochainement. Mais ouais, on a un marché de l'immobilier qui est hyper ouf, quoi. En ce moment, ouais, c'est dans l'immobilier d'entreprise, c'est hyper particulier, quoi. Il se passe c'est des trucs chelous, quoi. J'ai un contact qui va t'appeler. Je vais lui envoyer Avec ton numéro plaisir. tout de suite. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors j'en ai vu une, j'ai pas trop compris. La santé, il n'y a que ça. Par contre, la gestion du personnel, c'est de la merde.
Je ne suis pas sûr de comprendre la question, Mathieu. La santé, il n'y a que ça. Par contre, alors, la gestion de perte du personnel, bah, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, tu sais, si un collaborateur que tu payes au SMIC, que tu manages très mal, donc que tu ne donnes pas des règles, un cadre, des processus, des procédures précises, s'il n'y a pas de leadership, si tu ne lui donnes pas de vision, si tu ne lui donnes pas de la projection sur OK, en t'investissant, en bossant pour cette entreprise, tu vas pouvoir toi aussi t'épanouir et progresser, c'est sûr que c'est de la merde. Moi, à l'époque des salles de sport, mes coachs, je les payais au SMIC, hein, et pourtant, ils étaient là et j'avais un niveau de fidélité qui était important parce qu'ils savaient que j'ouvrais régulièrement des établissements et qu'ils allaient avoir des perspectives de progression, d'évolution de carrière régulière, que ça soit dans leur lieu de vie et même parfois à l'international, parce que j'ouvrais d'autres enseignes, donc j'allais pouvoir leur proposer autre chose, ce qui a été le cas, que je pouvais éventuellement les intégrer à l'équipe de la holding. Donc en fait, c'est toujours pareil. Si tu payes quelqu'un au lance-pierre, ce qui est beaucoup le cas dans le service à la personne, c'est-à-dire qu'on a des femmes de ménage, on a des livreurs qu'on paye pas cher, bah, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait voilà, des gens qui soient motivés sur du long terme, quoi. Il faut leur proposer autre chose. Alors, dernière petite question. On a Morgane. Ouais. Alors, pour la première franchise, au bout de combien de temps tu conseilles de déléguer? Si dans ta tête, tu veux être multifranchisé ou si dans ta tête, ton objectif, c'est de devenir investisseur, il faut que tu sois, que tu délègues dès le départ. Enfin, délègues dès le départ. Il faut que dès le départ, tu sois dans un processus de délégation. Moi, j'adore, c'est pour ça que je vais apprendre à faire des pizzas. J'adore comprendre le métier, comprendre les rouages, mettre la main dans le cambouis. Et une fois que c'est fait, je peux progressivement compléter les procédures de mon franchiseur, les adapter à mon mode de fonctionnement pour pouvoir plus facilement accompagner mes futurs managers ou les gens à qui je vais donner des responsabilités. Donc, je te conseille d'identifier dès le départ des gens qui ont l'envie et qui ont, qui ont des bonnes, qui peuvent, tu sens qu'ils vont pouvoir progresser et les faire évoluer au fur et à mesure, les tester sur des responsabilités et progressivement, mais dès la première année. Hein, moi, dès que j'ai ouvert ma première franchise, au bout de la première année, j'en ai ouvert une deuxième. Donc, il fallait que je fasse monter mes premières équipes, ma première équipe en compétences assez rapidement. C'était obligé. D'une part, parce qu'il fallait que je passe du temps sur le terrain pour chercher un deuxième local, que je passe du temps pour gérer plein de choses. Donc, voilà, il faut apprendre à déléguer dès le départ, quoi. De toute façon, on ne crée pas un empire, on ne crée pas, entre guillemets, un groupe d'entreprises en faisant tout seul. C'est impossible. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut les respecter. Et les respecter, c'est aussi leur proposer des perspectives d'évolution et les faire un peu croquer. Tu ne peux pas toujours garder toutes la part du gâteau pour toi. C'est pas correct. Et puis en même temps, souvent, ça a ses limites. Moi, je ne sais pas qui peut. Mathieu, est-ce que je prends jeune ou formé sur le terrain? Moi, j'adore former les gens, donc je suis hyper open. Jeune ou expérimenté. Alors, le truc, c'est que les gens expérimentés coûtent cher. Donc, ça dépend à quel niveau tu es. Si tu n'as pas trop de capital, bah, tu vas prendre quelqu'un de jeune, mais tu vas le former. Il sera à côté de toi, il va t'accompagner, il va comprendre comment tu fonctionnes, il va partager plein de choses avec toi. Et donc, tu vas le faire monter en compétences. Alors, au début, il sera pas beaucoup payé, puis au fur et à mesure, tu vas le faire croquer. Et si tu as un peu plus de cash, un peu plus de facilité financière, ben là, tu peux prendre quelqu'un de staffé. Moi, j'ai eu plaisir à recruter des gens qui ont des profils juste extraordinaires. Ma DAF, avant que je vende mon groupe, c'était mon ancienne banquière. Elle bossait, c'est elle qui me faisait des prêts professionnels. J'ai recruté un ancien directeur d'une boutique Adidas des Champs-Élysées, qui est devenu mon bras droit. Et c'est génial, mais c'est des gens que tu dois payer, quoi. Donc, il faut avoir les moyens de le faire. Donc, je prends plutôt des jeunes. Et quand j'ai des sous ou quand j'ai des sujets très stratégiques, je préfère des gens qui sont un petit peu expérimentés. Le souci des gens expérimentés, c'est qu'il faut qu'ils aient aussi la culture de la progression et qu'ils soient en mesure de désapprendre, de déconstruire tout ce qu'ils ont pu apprendre. Quand tu prends quelqu'un qui vient de la banque, quand tu prends quelqu'un qui vient d'une grosse boîte comme Adidas et que tu le fais rentrer chez toi, même si tu es franchisé et que tu as des process, bah, il faut il va être un peu déstabilisé, quoi, hein. Il a l'habitude que ça soit comme ça. Et toi, bah, de temps en temps, tu as des boss. Et voilà. Donc, ce n'est pas le même type de profil. Et encore une fois, il faut voir avec quoi tu es à l'aise et ce que tu as l'habitude avec quel type de profil tu as l'habitude de travailler. Du coup, il vaut mieux connaître le domaine dans lequel tu le lances. Non, c'est ce que j'ai expliqué, moi, dans toutes les franchises que j'ai lancées.
je n'étais expérimenté dans aucune. La salle de sport, je ne connaissais pas. La seule chose que je savais, c'est qu'il y avait beaucoup de marketing, qu'il fallait manager des gens, et ça, je savais faire. Et il fallait faire un peu de développement, voilà, un peu de développement commercial. Donc, ce qu'il faut que tu identifies, Morgane, c'est quelles sont les compétences dont le modèle économique a besoin, dont le concept a besoin pour pouvoir marcher, pour pouvoir fonctionner. Et si ces compétences, tu sais y répondre, ou tu sais comment, ou l'organisation de ta première boutique y répondra, saura y répondre, c'est OK. Si tu es compétente en marketing et que tu dois vendre du vin ou j'en sais rien, des chocolats ou des voitures, ou voilà, c'est du marketing. Hein. Marketing, c'est du marketing. Du management, c'est pareil. Mais voilà, il faut surtout avoir la culture de… Quand tu es franchisé, il faut souvent aimer apprendre. Moi, j'adore apprendre. J'entre dans un nouveau réseau. J'ai des franchisés qui sont là depuis 5 ans. Ils ont 25 ans, 30 ans. Je vais m'asseoir à côté d'eux. Je prends mon cahier. Je prends des notes. Et je note tout leur best practice. Je suis un vampire quand j'entre dans un réseau. Les gens ne comprennent pas. Je passe des heures avec eux. Mais c'est pas grave, je reste à côté de toi. Je suis un stagiaire. Mais vraiment. Et j'adore ça. J'adore ça parce que c'est ce qui te permet d'aller aussi beaucoup plus vite que la moyenne des autres franchisés. Du coup, ces compétences, on peut les apprendre en formation dans la franchise. Ça dépend des réseaux. Tu as des jeunes réseaux qui ne sont pas hyper structurés en formation. Ils te forment uniquement au métier, donc la partie technique. Mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils ne vont pas te former. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des formations, notamment nous, on est partenaires de formation de certains réseaux qui nous délèguent cette partie-là. Donc, on va former nous sur les métiers du dirigeant. On peut former les gens éventuellement sur du management parce que les franchiseurs ne sont pas assez staffés. Puis, tu as des réseaux qui sont un peu plus costauds et qui ont en interne ces compétences pour te former. Donc, ça dépend des réseaux. Ce qui est certain, c'est qu'un entrepreneur qui veut performer doit absolument apprendre. Il doit apprendre tout le temps. Alors, il ne doit pas le faire de manière un petit peu addictive comme moi je suis, puisque je me forme tout le temps, même trop parfois. Mais voilà, tu dois être, si tu deviens entrepreneur ou si tu l'es déjà, pour pouvoir performer, il faut que tu te formes. Il faut que tu formes avec des experts. Moi, au tout début, je ne connaissais rien à ressources humaines. J'ai fait une formation avec des assistants de ressources humaines. J'étais le seul mec déjà dans une salle où il n'y avait que des assistantes ou des gestionnaires de ressources humaines. Et le formateur me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, mais j'ai des salariés, je ne connais rien à la ressources humaines, comment faire quoi? Donc, je viens en formation et j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a permis d'éviter certains déboires. J'ai eu un prud'homme une fois et j'ai gagné mon prud'homme parce que j'avais mis en place des process, des trucs carrés. Voilà. Tu as un bon bouquin sur le sujet pour se débourrer. J'adore tes expressions, Mathieu. Se débourrer, je ne connaissais pas. Je n'ai pas de bouquin. Il en existe très peu. Encore une fois, les franchisés sont souvent des gens qui gardent ça pour eux. Thibaut m'a proposé d'écrire un bouquin. Peut-être que je le ferai d'ici la fin de l'année. Non, je n'ai pas de bouquin proposé. J'ai pas de bouquin proposé sur le sujet. Des bouquins intéressants. Voilà, il y a beaucoup de bouquins qui sont écrits par des gens qui ont été franchiseurs. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais ils ont vraiment une vision franchiseur. Ils n'ont pas une vision franchisée. Et c'est vraiment deux approches de vision totalement différentes. Voilà. Mais dès que je sors mon bouquin, un de ces quatre, je te tiendrai au courant. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez encore des questions, j'en vois plus. Là, je vous ai mis mes coordonnées directes. Un bouquin pour faire un bon business plan. Pour les prud'hommes, ma femme est là sinon. Je te remercie Mathieu, mais c'est bon. J'ai décidé de ne plus y aller. C'est bon, ça je connais, c'est bon, j'ai coché. J'ai gagné, donc c'est bon, je ne veux plus y aller. Mes coordonnées, si vous avez besoin d'autres choses, voilà, moi je suis à votre disposition. Hein. Thibaut le sait, moi j'adore rencontrer les nouvelles personnes. En ce moment, c'est plus à distance que de vive voix. On va vous partager, je sais pas si tu peux, ouais. On va vous partager dans les commentaires mon calendrier. Si jamais vous avez un projet, une réflexion sur la franchise, vous pourrez directement prendre l'agenda avec moi. Rendez-vous avec moi sur mon agenda. Dans ce sens-là, c'est bien. J'ai une petite fille de quelques mois, donc je suis un peu out en ce moment. Bref, donc prenez rendez-vous avec moi. Avec grand plaisir, on parlera de votre projet. Voilà, si jamais vous voulez aller un peu plus loin, sachez que moi, voilà, j'ai mis en place cet accompagnement. J'ai des gens dans le programme qui ont des résultats, c'est génial, qui ouvrent des établissements dans tout type de secteur, dans tout endroit de France.
Voilà, et vous pouvez m'envoyer un mail si jamais vous êtes timide et que vous ne voulez pas me parler, vous avez peur de ma voix, vous pouvez m'envoyer un mail, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sans ça, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, Teditia, sur LinkedIn notamment. Merci beaucoup pour le partage de ton expertise, Teddy. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Tu nous as donné beaucoup d'informations. Et franchement, on a hâte de lire le livre. Et moi, je vais te pousser à le faire. Commence pas à mettre la pression. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine masterclass. Vous aurez le replay dans tous les cas. Et je vous invite à vous lancer dans la franchise. Hein. Mais moi, je pense que je vais y réfléchir dans pas longtemps. Tu m'as convaincu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.